une production Binge Audio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. On a toujours des contacts, donc l'histoire continue, c'est pas parce qu'on n'est pas là qu'elle s'arrête. Donc oui, on a envie d'y retourner. Après, la Syrie, c'est particulier parce que là, les types avec qui j'étais, ils parlaient pas forcément anglais. Il y a aussi beaucoup de liens qui se nouent sans parole. Et c'est un paradoxe parce qu'il y a des gens avec qui on parle la même langue et on n'arrive jamais à s'entendre et à parler le même langage. Et il y a des gens avec qui on n'a pas besoin de parler et on se comprend. Et voilà, donc après, les coups de fil ou les contacts sont compliqués, mais on se raconte quand même des choses, on se dit ce qui se passe. Et les nouvelles sont toujours très noires. Et un jour, j'ai un coup de fil et on me dit que Noras, donc ce commandant que j'avais filmé, l'été précédent, l'hiver précédent, donc est mort. On meurt toujours bêtement, même sur... Voilà, il fabriquait des bombes artisanales et c'est quelque chose, par exemple, que j'avais filmé plein de fois. Et puis, Noras, en déclenchant une bombe, il est mort comme ça. C'est Youssef, c'est mon ange gardien qui me prévient, qui me raconte qu'il est mort. Youssef, lui, qui était juste un étudiant l'été précédent, il va prendre du galon. Il va aussi prendre la tête d'une brigade. Et puis après, il va aussi mourir dans l'année suivante. Donc après, moi, je veux quand même continuer à raconter cette histoire, mais sans Noras. Je sais que Noras, il assurait ma sécurité. Moi, je suis à la frontière turque quand il est question d'une intervention américaine. Je me dis que je vais attendre pour rentrer parce que mes contacts me disent que là, s'il y a des occidentaux, des journalistes qui rentrent, on a un prix de plusieurs millions de dollars sur la tête. Donc, ils me conseillent d'attendre et je me dis que j'attends et que je rentrerai pour voir ce qui se passe une fois qu'il y a les bombardements. Finalement, il n'y a pas d'intervention, donc je rentre pas. Mais j'ai l'information qu'il y a une ville qui s'appelle Raqqa, qui a été une des premières grandes villes de province complètement libérées du régime. Et on me dit qu'à Raqqa, en fait, il y a une milice qui a pris le pouvoir de la ville sur une milice concurrente de l'armée libre. Là, je suis à l'ouest, plus du côté Idlib, et Raqqa, c'est complètement de l'autre côté. Donc, je fais des heures de route. Et là, ce qui est particulier, c'est que on voit des gens pro-régime et pro-rébellion, pré-révolution qui fuient la ville. Et ça, c'est la première fois. Et en fait, ils fuient une milice qui, eux, ils appellent Daoula, qui veut dire l'État. Et là, c'est donc le premier reportage où j'entends parler de l'État islamique. Daoula, comme ils les appellent ici en arabe, ce sont les djihadistes d'Al-Qaïda en Syrie. Ce sont surtout des Tchétchènes, des Koweïtiens, des Saoudiens, avec très peu de Syriens, nous dit-il. Quand on comprend que c'est cette milice, je suis avec une consoeur et on se gratte la tête en se demandant, mais voilà, on n'en a jamais entendu parler. Donc on fait des recherches, on appelle des chercheurs pour voir un peu ce qu'est cette milice. Ce qui est compliqué, alors c'est un détail tout bête, mais c'est la traduction. C'est-à-dire que Daoula, ça veut dire État, et ils n'arrêtent pas de parler de Daoula. Et donc, mais sauf que c'est pas un État, et que mettre dans la phrase État islamique en Irak et au Levant dans les traductions, c'est trop compliqué. Pour les Syriens avec qui je fais ce reportage, ils me disent mais nous on veut pas donner, ça donne une légitimité à cette milice qu'elle n'a pas, c'est jamais qu'une milice, et donc nous on les appelle Daesh. Et ce qui est un signe d'opposition à cette milice qui est alors qu'une milice qui vient d'Irak, qui va devenir en fait bien pire et va devenir une organisation terroriste inédite en fait, qui va contrôler du territoire. Donc voilà, donc moi, ouais, c'est mon premier reportage sur l'État islamique. Début septembre 2013, d'ailleurs je crois que ce reportage, je l'ai fait le 11 septembre 2013. Qu'ils soient pour ou contre une intervention internationale, ces Syriens ont fui la peur des kidnappings et des attentats suicides. Pour les habitants de Raqqa, la peur imposée par les djihadistes d'Al-Qaïda a remplacé la peur du régime. Après, moi, ça me fait penser, il y a une citation de Napoléon Bonaparte qui dit qu'il y a ceux qui font les révolutions et ceux qui les volent. Donc oui, il y a toujours des profiteurs de guerre. Après, effectivement, ce conflit dure depuis 2 ans à ce moment-là. Il y a forcément
des forces, d'autres forces extérieures qui arrivent. Cette milice n'existait pas au début de la Révolution, 2 ans avant. Tout comme fin de l'année, je vais au nord-est de la Syrie parce qu'il y a une région qui s'appelle le Rojava qui vient de déclarer son autonomie. Et là, je me retrouve sur une ligne de front. Je me retrouve en fait avec une brigade qui parle pas arabe, qui, quand je leur demande depuis combien de temps ils se battent, ils me disent qu'ils se battent depuis toujours. Donc je suis un peu décontenancée, il faut que j'apprenne du kurde parce qu'en fait ils parlent kurde. Et dans cette brigade et d'hommes et de femmes, sur une quarantaine de personnes, il y a seulement 2 Syriens. Et ils n'arrêtent pas de me parler d'une ville qui s'appelle Kandil en Irak, qui est en fait la base du PKK. Donc je comprends qu'en fait je suis avec une brigade du PKK, et le PKK c'est une guérilla marxiste-léniniste qui s'est formée à la fin des années 70 en Turquie pour contrer la répression turque. Alors les miliciens, donc cette brigade que je comprends est une unité d'élite, ils savent très bien se battre, ils ont de l'armement lourd, ils sont très organisés. Finalement, elle contrôle une partie du territoire et quelque part le régime syrien sous-traite, il y a un accord avec le régime syrien et ils sous-traitent le contrôle de ce territoire à cette brigade. Eux, ils viennent se battre, alors ils utilisent clairement dans les interviews indifféremment armée libre et Al-Qaïda, c'est la même chose pour eux. Ils tiennent Kamishli, donc qui est la grande ville, ils tiennent cette ville. Alors il y a toujours l'armée du régime. Moi, c'est la première fois que je vois des soldats du régime syrien qui sont vivants à marcher dans les rues. Il faut surtout pas que je filme quand je suis dans ce centre-ville. Donc il y a une sorte de coopération assez curieuse entre cette milice kurde qui vient de Turquie et le régime syrien. On n'est pas du tout, par exemple, dans la même situation qu'Alep. Il n'y a pas de bombardement. Donc moi j'ai le sentiment d'être dans une autre guerre, qu'il se passe autre chose. Et là je me retrouve sur une ligne de front, sur une ville où en fait 1 an avant j'avais retrouvé ma brigade d'Alep, où là ils se battaient pour libérer la ville du régime, Ras Al-Ain. Et là 1 an après, quand je suis dans cette ville, il y a plus de portraits de Bachar al-Assad ou d'Hafez al-Assad, mais par contre il y a des portraits de Öcalan partout. Öcalan, c'est le fondateur de cette guérilla marxiste-léniniste du PKK. Il y a aussi un culte de la personnalité, comme si il y avait un remplacement, mais c'était le même endroit, mais avec un autre visage. D'ailleurs, les combattants, ils ont Öcalan à la bouche tout le temps, même les écussons, les uniformes. Quand je leur pose la question face caméra, alors qu'il y a en fond une grande photo d'Öcalan, que ils ont des écussons avec Öcalan partout, quand je leur dis alors quels sont vos liens avec le PKK, ils disent mais il y a aucun lien avec le PKK. Donc là j'ai l'impression qu'on me prend pour une imbécile, surtout qu'à l'image c'est difficile de mentir, quoi. Donc pourquoi il te dit ça? Tu sais pourquoi il te dit ça? En fait c'est très simple, le PKK c'est une organisation terroriste considérée terroriste par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc le nom de l'organisation en Syrie c'est l'YPG, et après ça a été les forces démocratiques syriennes. Après la situation des Kurdes est beaucoup plus complexe et peut pas se réduire seulement au PKK. Il y a plusieurs zones de peuplement kurde en Syrie. Il y en a aussi en Turquie, il y en a aussi en Iran, il y en a aussi en Irak. Les Kurdes d'Irak et les partis politiques des différents pays sont pas forcément amis. Quand on parle des Kurdes, en général, c'est une situation qui est complexe. À partir 2013, il y a de plus en plus de groupes qui apparaissent, qui étaient pas présents au début de la révolution, au début de l'insurrection, au début de la guerre en fait, parce que le conflit s'enlise, parce que toutes les guerres qui durent finalement, ça devient toujours plus complexe. Et d'ailleurs, moi, quand je vais dans ce Rojava fin 2013, je fais quelques reportages d'actualité mais j'ai filmé en longueur cette brigade, cette unité sur la ligne de front. Quand je reviens et que je le propose à des chaînes, on me dit ah non mais Sophie c'est trop compliqué quoi. Maintenant tu rajoutes les Kurdes. Je dis oui mais
c'est bien parce que c'est compliqué ou complexe qu'on doit l'expliquer, et c'est ça qui est en train de se passer, et il faut le raconter. Il y a une lassitude, de toute façon, et dans les rédactions, et du public, sur cette guerre, qui dure, et on a l'impression que c'est toujours la même chose. Et il y a des nouveaux groupes qui apparaissent, on sait pas trop qui ils sont, ça devient plus difficile à raconter. Il y a plusieurs guerres, en fait, qui sont en train de se passer. Il y a des acteurs qui émergent et qui vont devenir des acteurs très importants. Le PKK qui, en fait, prend le nom d'YPG, puis après va créer les forces démocratiques syriennes, va être un acteur important, parce que ça va être un allié des Occidentaux après, dans la guerre contre l'État islamique. L'État islamique va devenir cette organisation terroriste qui va prendre la deuxième ville d'Irak, qui va être l'ennemi numéro 1 de l'Occident, qui va faire des attentats sans précédent, qui vont traumatiser les populations, les Occidentaux. Donc oui, c'est des acteurs très très importants qui émergent, qui commencent à apparaître en 2013. Moi, il y a une frustration parce que finalement, ça fait un moment que les projets que j'engage, je pense qu'il faut raconter les choses plus en long, donc je veux faire des choses plus longues, et que en fait ça marche pas. Et donc oui, je vends des reportages d'actualité parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter, mais je suis frustrée de voir que les projets aboutissent pas. En plus, c'est à un moment donné où finalement on n'arrive plus à avoir accès aux zones avant auxquelles on avait accès, où on a raconté les histoires, donc on n'arrive plus à suivre cette histoire. Donc à un moment donné, on se dit il faut peut-être que je fasse autre chose, et que peut-être il faut que j'arrête de couvrir ce conflit qui est très très difficile à couvrir, qui est toujours plus risqué, Donc là, je vends un reportage aux États-Unis qui est une histoire un peu plus perso, et au moment où je dois partir, on est en juin 2014, cette milice, donc l'État islamique en Irak et au Levant, prend la ville de Mossoul, qui est la deuxième ville d'Irak, le 10 juin 2014. Je me souviens de la vidéo de Baghdadi qui annonce le califat. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Et là, évidemment, moi je me dis qu'il faut y aller, qu'il faut aller couvrir cet événement. Je passe des coups de fil dans les émissions qui diffusent des reportages internationaux. On est à la veille de l'été, ils sont en train de boucler leurs émissions d'été. Et voilà, moi ça me rend, je suis hystérique de mon coin, parce que je trouve que c'est l'événement le plus important depuis 25 ans au Moyen-Orient, et qu'il faut absolument couvrir cet événement. Mais je finis par me calmer et me dire que si c'est l'événement le plus important, il va y avoir des conséquences, que ça va durer longtemps, et que l'histoire, il va falloir la raconter dans la longueur. Et donc je pars aux États-Unis et je fais un peu une pause du Moyen-Orient. Le problème, c'est que même quand on fait une pause du Moyen-Orient, les guerres, elles continuent, et ça nous rattrape toujours. Cet été-là, il y a l'État islamique qui détenait des journalistes occidentaux. Il y en a qui ont été libérés, des Espagnols, des Français. Et puis un jour, au cours de l'été, il y a une vidéo qui sort avec la décapitation de Jim Foley, qui était un journaliste américain, qui était un confrère que je connaissais. On avait couvert la bataille de Sirte ensemble. Et la dernière fois que je l'avais vu, c'était à Alep, en septembre 2012, où il me disait qu'il voulait arrêter d'aller sur la ligne de front, de raconter plus l'histoire des gens. Et quelques semaines après, il avait disparu. Pendant plusieurs mois, on n'avait plus de nouvelles. Et quand on a su qu'il était avec des otages, d'autres otages, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça voulait dire qu'il était vivant. Après, quand on est journaliste, on subit le même sort en fait que les populations locales. C'est pas parce que vous avez une carte de presse ou que vous êtes français ou américain que les bombes vous évitent. Donc, on subit le même sort. C'est pas les premières décapitations. Moi, les premières images de décapitation que j'ai vues en Syrie, c'est sur une vidéo, sur un téléphone portable, qu'un habitant m'a montré. C'était en décembre 2011, et en fait, c'était
C'était têtes, une dizaine de têtes d'hommes à côté de leur corps, au pied d'un mur. L'habitant de Homs qui me montrait ça, il me disait « Regarde, voilà ce que fait l'armée du régime ». Et évidemment, j'ai jamais utilisé cette vidéo parce que je pouvais pas la vérifier, donc je pouvais rien en faire, mais voilà, la différence entre la barbarie d'un régime syrien ou la barbarie d'une organisation terroriste comme l'État islamique, c'est qu'il y en a un qui cachait sa barbarie et qui se donne une façade de respectabilité alors que l'État islamique l'a mise en scène et s'en glorifie. Donc ça, c'est la grande différence pour moi entre ces deux barbaries. Et... T'as pas voulu les voir, les images, toi? Non, j'ai pas voulu. Non, j'ai jamais regardé cette vidéo. On me l'a envoyé. Je venais de passer une très belle journée au bord d'un lac avec un ami de lycée, sa femme, ses enfants que j'avais pas vu depuis 10 ans. Et j'ai eu un message d'une amie. Et non, j'ai pas regardé cette vidéo parce que je voulais pas me souvenir de Jim comme ça. Et que laisser cette image-là, c'est l'État islamique qui aurait gagné. À partir du moment où on fait ce métier et qu'on décide de le faire sur des terrains très compliqués ou des terrains de conflit, la mort ou la perspective de la mort est souvent omniprésente. Plus on va sur des terrains de conflit, plus on s'expose à la mort, plus ça peut arriver. Donc on peut avoir des stratégies d'évitement, mais en fait il vaut mieux être clair et se dire que au cas où ça se passe, qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe. Donc oui, il faut un peu s'organiser, et je sais que c'est dérangeant pour la plupart des gens, et quand moi je l'ai expliqué à des amis en disant bah voilà, s'il se passe quoi que ce soit, si je meurs, c'est ça et ça et ça qui va se passer, et je me suis retrouvée à devoir les consoler en fait, et à un moment donné, je dis mais moi qui me console hein. Moi, ça m'a personnellement apaisé de savoir que si je mourais, les choses étaient un peu organisées. Et ça, ça m'a apaisé à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et que j'ai mis les choses au clair. Tous les gens avec qui j'étais en contact, que j'ai filmés sur les 3 premières années du conflit à l'intérieur en Syrie, en fait, ils sont tous morts. En tout cas, à ma connaissance, que ça soit Abou Mounir, le contrebandier, que ça soit Noras, que ça soit Youssef, qui était mon ange gardien. Après, c'était parfois les gens qui vous aidaient à traduire, c'était les gens qui vous ont hébergé une fois, des militants, des opposants, des gens qui vous ont donné de l'internet, tous ces gens-là que j'ai filmés, avec qui j'étais en contact lors de ces premières années, à ma connaissance, sont tous morts. À suivre.